Bonjour, je suis Sophie Ricard et bienvenue au bulletin de nouvelles Max Info du 25 novembre 2016. En manchette cette semaine, la formation générale aux adultes désormais disponible à Mont-Louis. Depuis plusieurs années, nous avons une classe d'éducation des adultes dans l'école à Gros-Morne. Donc, cette année, on essaie d'ouvrir à Mont-Louis également. On est en plein recrutement pour former un groupe à Mont-Louis, à l'éducation des adultes, offrir selon la clientèle. L'écrivain Ghislain Tachereau était de passage en région. Dans la tête des gens, quand tu as fait de l'humour, t'es peut-être pas supposé d'être capable d'aligner des mots suffisamment bien pour faire des belles phrases complètes. Le marché de Noël de Mont-Louis est toujours aussi populaire. Lancement des prix Paysage 2016-2017. Le festival en chanson de Petite-Vallée dévoile le nom de l'artiste passeur de sa 35e édition. Et la date limite pour l'installation des pneus d'hiver arrive à grands pas. Bonne émission! Les personnes âgées de 16 ans et plus qui désirent compléter leur formation générale au secondaire ou obtenir les préalables nécessaires pour s'inscrire à une formation professionnelle pourront dorénavant poursuivre leur formation à Mont-Louis. Après plusieurs années d'absence, la formation générale aux adultes est de retour à l'école Saint-Maxime. Voici notre reportage. Le Centre de formation de la Haute-Gaspésie et la Commission scolaire des Chic-Chocs étaient heureux d'annoncer que des cours de formation générale des adultes seront dorénavant disponibles à Mont-Louis. Jusqu'à présent, pour la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, le programme de formation générale des adultes n'était offert qu'à l'école Saint-Antoine à Gros-Morne. Le centre de formation est d'ailleurs en pleine période de recrutement afin de constituer un premier groupe d'élèves qui permettra de démarrer ce nouveau service, comme le souligne Mélanie Gaudreau, directrice adjointe du Centre de formation de la Haute-Gaspésie. Depuis plusieurs années, nous avons une classe d'éducation des adultes dans l'école à Gros-Morne. Donc, cette année, on essaie d'ouvrir à Mont-Louis également. On est en plein recrutement pour former un groupe à Mont-Louis, à l'éducation des adultes, offrir selon la clientèle les besoins, maths, français, anglais, informatique, les sciences, l'histoire. Les cours de formation des adultes s'adressent à toute personne âgée de 16 ans et plus qui désire compléter sa formation académique, comme en témoigne Mélanie Gaudreau. Ça permet de compléter souvent des préalables pour s'inscrire après dans un diplôme d'études professionnelles. On en a une belle offre en Haute-Gaspésie, en Gaspésie aussi. Donc, ou terminer les préalables pour avoir son diplôme d'études secondaires, pour pouvoir accéder au marché du travail, aller au cégep. Donc, ça permet de l'enseignement individualisé à son rythme pour les 16 ans et plus. Dans l'école secondaire de Mont-Louis, nous avons des locaux pour l'éducation des adultes. L'approche pédagogique de la formation générale des adultes est complètement différente de celle utilisée à la formation générale au sein d'un établissement d'études secondaires. Au secteur adulte, l'enseignement est principalement individualisé et adapté à chacun des élèves. On s'ajuste au rythme de chacun, c'est individualisé, on regarde où la personne était rendue, on se fixe un objectif et on l'accompagne. C'est des petits groupes, donc souvent on devient une petite famille, le petit groupe, puis on se motive, on fait un long bout ensemble, puis souvent les gens reviennent. C'est le coup d'embarquer dans la démarche, mais une fois qu'on est dedans, on a un objectif, on avance, c'est différent. Il faut juste y goûter un petit peu, là, puis on voit que souvent ça répond à nos besoins. Puis on offre tous les services aussi, là, nos conseillers pédagogiques, nos conseillers d'orientation qui sont à Sainte-Anne-des-Monts vont les visiter, nos élèves à Mont-Louis, à Gros-Morne. On les accompagne, on leur offre les mêmes services. Il faut tout simplement appeler au Centre de formation de la Haute-Gaspésie, M. Claude Bélanger, qui est le conseiller pédagogique. Donc, Claude prend les inscriptions présentement et lorsqu'on aura suffisamment d'élèves, on espère fortement ouvrir là, cette année, après Noël, probablement, un groupe à Mont-Louis là, pour les adultes de cette région. En plus de la formation générale aux adultes, le Centre de formation de la Haute-Gaspésie offre 6 programmes en formation professionnelle, soit en plomberie, chauffage, montage de lignes électriques, secrétariat, santé et assistance en soins infirmiers, comptabilité et transport par camion. Pour plus de renseignements sur la formation générale des adultes ou sur les programmes de formation professionnelle, il suffit de consulter le site web du Centre de formation
au www.cfchic-choc.com. La bibliothèque Liretout de Mont-Louis a organisé, en collaboration avec le réseau Biblio Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, une rencontre intime entre l'écrivain Ghislain Taschereau et des amateurs de littérature. Cette rencontre a permis de découvrir le monde littéraire de l'écrivain. Voici notre rencontre. Dans le cadre de la toute dernière édition de son Festival du livre, le réseau Biblio de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine a invité 5 auteurs à sillonner les routes de la région afin de partager leur univers avec les amateurs de littérature. Dans le cadre de cette tournée des auteurs, la Bibliothèque Liretout de Mont-Louis a eu l'occasion d'organiser une soirée d'échange avec l'auteur Ghislain Taschereau. Le vendredi 21 octobre dernier, près d'une quinzaine de personnes se sont déplacées à l'espace culturel de la Pointe-Sec afin de rencontrer l'auteur Ghislain Taschereau. L'écrivain a profité de ce rendez-vous pour présenter des romans qu'il avait publiés et les nouveaux projets sur lesquels il travaille présentement. Ghislain Taschereau a également partagé les différents univers des personnages qui évoluent dans chacune de ses histoires. Les personnes présentes semblent avoir grandement apprécié cette rencontre privilégiée avec l'auteur, ainsi que les nombreux échanges qu'ils ont pu avoir avec lui. Télé-Soleil a profité du passage de Ghislain Taschereau pour discuter des différentes facettes de son travail d'écrivain. Parce que quand j'ai fait mes premiers salons du livre, les gens qui étaient habitués de me voir à la télé là, me voyaient en personne, parce que le salon du livre, il y a juste une table qui te sépare des gens qui vont essayer de trouver un livre à leur goût. Et les gens me voyaient derrière ma table, puis là, ils disaient « Qu'est-ce que tu fais ici? » Là, je disais « il y a un livre à mon nom, peut-être que j'ai écrit un livre. » Puis là, ils comprenaient, mais ils admettaient pas que j'avais écrit un roman, parce que dans la tête des gens, quand tu as fait de l'humour, t'es peut-être pas supposé d'être capable d'aligner des mots suffisamment bien pour faire des belles phrases complètes. Malheureusement, au Québec, quand tu as fait de l'humour, tu es supposé d'être juste un clown, un humoriste, tu es supposé juste faire ça, tu n'es pas supposé faire autre chose. Fait qu'au début, ça a été un petit peu compliqué. Fait qu'il a fallu que je vende vraiment beaucoup mon roman, mon premier roman, mais après ça, quand les premiers lecteurs ont passé au travers, après ça, les autres ont embarqué, puis parce que c'est le bouche-à-oreille qui fait toujours le travail. Et le bouche-à-oreille, dans mon cas, a très bien fait le travail. À quel moment vous êtes rendu compte que, justement, l'écriture pouvait être une avenue possible comme emploi, comme suite de votre carrière? J'ai jamais envisagé ça comme emploi, comme tel, parce que c'est pas avec ça que je paye mon loyer. Pour l'instant, c'est sûr que j'ai fait une longue pause entre mon 4e roman et mon 5e. J'ai fait une longue pause de 13 ans qui, malheureusement, a joué contre moi, parce que si j'avais continué au rythme d'un roman par année, comme j'avais commencé à le faire en 98, bien, aujourd'hui, je vivrais peut-être de ma plume. Mais peut-être que ça va revenir, parce que là, je suis revenu au même rythme d'un roman par année, puis peut-être qu'à un moment donné, je vais finir par vivre de ma plume, mais je le fais surtout parce que ça offre une liberté totale, une liberté d'expression totale et une liberté de création totale aussi. Vous avez beaucoup parlé de vos personnages. Les personnages semblent prendre une place importante. Est-ce que pour vous, c'est le personnage ou l'histoire avant tout? Mais je dirais un heureux mélange des deux, parce que là je travaille, parce que pour répondre à la question, je suis en train de repenser à ce que j'ai écrit, puis je pense aux idées qui s'en viennent. Et là, je suis en train de travailler dans ma tête sur une idée qui est basée sur des tueries dans une cour d'école. Et l'idée, quand je l'ai eue à la base, elle m'est venue avec un étudiant en même temps que l'histoire et l'étudiant sont arrivés en même temps. Donc, ça dépend un peu de chaque histoire. À l'heure du tweet de 140 caractères, est-ce que vous croyez qu'il y a encore de la place pour les livres à 180 000 mots? Oui, il y a encore de la place, parce que je pense que la lecture demeure la plus belle forme d'évasion, parce que toutes les images qui sont générées par la lecture sont propres à chacun. Vous lisez un livre, vous allez voir le personnage principal d'une certaine façon, le décor d'une certaine façon, une autre personne va le voir d'une autre façon. Donc, la beauté de la chose, c'est que l'histoire
l'histoire a autant de facettes qu'elle a de lecteurs. Et pour moi, ça disparaîtra jamais. Et c'est difficile d'accoter la lecture parce que quand tu regardes la télé, il y a beaucoup, tu regardes un film, il y a beaucoup d'éléments qu'il faut prendre en considération. Le son, est-ce que le volume est au bon niveau? Est-ce que l'image est belle? Est-ce que l'image est claire? Est-ce que je regarde ça sur un téléphone? Est-ce que je regarde ça sur un plus gros écran? Est-ce que je regarde ça sur un écran HD? Donc, je pense que en tout cas, j'ose espérer qu'il y a encore des gens qui vont aimer se plonger dans du 400, 500, 1000 pages pour voyager dans sa tête. Et en terminant, pourquoi c'est important pour vous de prendre la route puis de venir jusqu'en Gaspésie pour rencontrer vos lecteurs ou d'éventuels lecteurs? Ça a l'air niaiseux, mais il y a... Parler de livres, il n'y a personne qui fait ça dans les médias, sauf l'émission Plus on est de fou, plus on lit à Radio-Canada. Donc, il n'y a pas de diffusion de livres. Tu n'allumes pas la radio puis tu entends jouer un livre. Tu entends jouer de la musique, mais tu entends... Puis encore là, même la musique n'a pas beaucoup de diffusion. Quand tu as des endroits où tu peux parler de tes livres, résumer tes livres, bien, ça peut donner le goût à quelqu'un de te lire. Et à partir du moment où la personne achète ou emprunte un de tes livres, bien, ce livre-là, ça devient ton porte-parole, ça devient ton ambassadeur, et lui, il fait des petits. Et comme ça, je sais pour l'avoir vécu, c'est pour ça que j'aime beaucoup les salons du livre, je sais pour l'avoir vécu au début, même si j'avais fait de la télé puis que j'étais connu, les gens étaient réticents parce qu'ils disaient « c'est pas vrai qu'il est capable d'écrire un livre ». Donc, il faut que tu parle au monde, que tu communiques ta passion pour qu'ils voient que tu as des choses à dire aussi, qu'ils voient que tu n'as pas juste des niaiseries à dire, dans mon cas, puis pour leur donner le goût de te lire et leur donner le goût de lire tout court parce que il faut lire, c'est salvateur et ça aide à planer. La tournée des auteurs organisée par le réseau Biblio de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine a permis de tenir 28 rencontres littéraires dans plusieurs bibliothèques publiques de la région. Bien que la première neige ne soit pas encore arrivée, l'esprit du temps des fêtes était bien présent au centre communautaire Jules Drouin de Mont-Louis avec la 4e édition du marché de Noël. Toujours aussi populaire, le marché de Noël a attiré de nombreuses personnes qui recherchaient des cadeaux uniques produits par des artisans de la région. Le marché de Noël de Mont-Louis, qui a eu lieu le dimanche 20 novembre dernier, a confirmé que l'événement est devenu un incontournable à l'approche du temps des fêtes. Depuis sa création il y a quelques années, le marché de Noël est rapidement devenu très populaire auprès de la population. La 4e édition n'a pas manqué de s'inscrire dans cette tradition, puisque de nombreuses personnes se sont déplacées au centre communautaire Jules Drouin pour participer à ce rendez-vous annuel. Le comité organisateur de l'événement était d'ailleurs très heureux de l'engouement qui a entouré cette nouvelle édition, comme le souligne Annick Carrière, une des responsables de l'activité. Ça a été plein depuis le début. Il y a une énergie dans la place qui est vraiment agréable, qui est vraiment le fun. Puis les artisans étaient au rendez-vous, on a eu de la diversité, puis les gens étaient tous sourires, fait que moi je suis heureuse. C'est sous le signe de l'achat local que les organisateurs du marché regroupent chaque année de nombreux artisans de la région afin d'encourager la population à acheter des produits locaux à l'approche de la période des fêtes. En plus de favoriser l'achat local, les organisateurs du marché de Noël offrent une opportunité aux organismes de la municipalité de réaliser de l'autofinancement par la vente de produits dont les profits serviront à financer différentes activités. La notion d'achat local et de solidarité est d'ailleurs très importante pour les responsables de cet événement. Ça a tellement bien été, on est juste contents puis on a hâte de recommencer. Ça aide toute la communauté, cet événement-là, pas juste les personnes individuellement, mais ça aide les organismes. Puis nous, c'est notre objectif aussi avec ça. C'est tout simplement de faire la promotion de tous nos organismes et nos artisans à Mont-Louis. Le marché de Noël ne serait pas complet sans la présence d'une personne que les enfants ont toujours hâte de revoir. Pour cette occasion, le Père Noël prend une pause et vient rencontrer les enfants. Cette visite est toujours grandement appréciée et suscite l'émerveillement des tout-petits. Vraiment, ils étaient contents. Les enfants, il y avait du pétillant dans les yeux. Tout le monde est vraiment venu l'accueillir, était content de le voir. On a eu, à mon avis, il y a dû avoir au moins 30-35 enfants qui sont venus se prendre en photo, des petits puis des grands.
Puis le Père Noël était bien content de les voir aussi. Les paysages gaspésiens représentent une richesse importante pour la région. C'est précisément ce qui a encouragé le ministère de la Culture et des Communications du Québec à créer les prix Paysages. Les prix Paysages visent à souligner les efforts et les initiatives qui sont mis de l'avant afin de préserver et de faire connaître les paysages uniques de la Gaspésie. La Direction régionale du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine du ministère de la Culture et des Communications était fière d'annoncer le coup d'envoi de la toute première édition des prix Paysages. Issus de la Charte des paysages, les prix Paysages 2016-2017 visent à reconnaître la contribution des acteurs régionaux ayant œuvré à la mise en valeur des paysages de la Gaspésie, comme l'explique Mme Gabrielle Ayotte, responsable du dossier Paysages Gaspésie au sein de la Direction régionale du ministère de la Culture et des Communications. Les prix Paysages découlent d'une réflexion qu'on fait depuis quelques années déjà, qui a commencé avec la Charte des paysages de la Gaspésie. Donc, la charte a été lancée en 2013, il y a eu plusieurs signataires et puis on voulait continuer la démarche parce que les paysages sont d'une grande importance pour les Gaspésiens, et pour la région aussi d'un point de vue économique, touristique, etc. Donc, on en est venu à la réflexion que les prix paysages, ça nous permettrait de mettre en valeur les bons coups qui sont déjà dans la mise en valeur des paysages, dans le fait d'en tenir compte quand on prend des décisions de développement. Donc, on s'est dit, il y a des bons coups, ça existe, on veut les faire connaître. On a 3 catégories de paysages, de prix. La première, c'est les initiatives citoyennes, donc des regroupements de citoyens ou des citoyens qui font un projet en lien avec un impact direct ou indirect sur les paysages peuvent appliquer. Donc, c'est sûr que c'est pas nécessairement une personne qui fait des belles plates-bandes devant chez elle qui va appliquer, qu'on souhaite voir appliquer dans cette catégorie-là, mais plus des projets qui sont démarrés par des citoyens. Ça peut être, on pense, mettons, souvent en des nettoyages de plage, par exemple, en Gaspésie, ou des choses comme ça. Donc, des regroupements de citoyens, des citoyens. Il y a également une catégorie qui est organismes, petites entreprises. Donc là, on vise des projets un petit peu plus gros en développement. Donc, ça prend quelques personnes derrière le projet qui prennent en compte les questions, les enjeux liés au paysage dans leur projet. Et finalement, on a une catégorie MRC, municipalité, conseil de bande et aussi les grandes organisations gouvernementales. Donc, si on pense au Parc Canada ou CEPAC là, dans la région ici. Donc, c'est les 3 catégories de prix qu'on vise. Les prix Paysages font également suite à la démarche Mon Paysage. Cette démarche a permis au ministère de créer un site Internet entièrement dédié aux paysages gaspésiens. Le site monpaysage.ca invite les citoyens et citoyennes à soumettre des photos des paysages de la région et de voter pour les images coup de cœur ou brise-cœur. Le site a été vraiment visité. C'était vraiment intéressant de voir que les gens votaient aussi pour les photos brise-cœur ou coup de cœur qu'il y avait. Donc, ça nous a rassurés parce qu'on a quand même investi beaucoup d'énergie dans ce site-là. Ça devient un peu notre pilier pour la démarche. Donc, on a été vraiment impressionnés de voir l'engouement que ça a suscité. C'est sûr que ça réduit un peu, puis on invite toujours les gens à retourner voir. Il y a des nouvelles photos, il y a des gens qui mettent des photos d'automne. Donc, on invite encore à partager des photos, puis à aller se positionner sur les paysages qui sont partagés. Pour le ministère de la Culture et des Communications, les paysages de la région sont indispensables puisqu'ils jouent un rôle important au niveau du développement territorial de la Gaspésie. C'est précisément ce qui a amené le ministère à mettre en place la Charte des paysages de la Gaspésie. La Gaspésie est évidemment reconnue et appréciée pour ses paysages. Le tourisme est une industrie importante dans la région. Et c'est cette réflexion que ce serait intéressant de considérer les paysages comme une ressource, comme une richesse, à même titre que, par exemple, les arbres sont une richesse pour la foresterie ou que le poisson l'est pour l'industrie des pêches. Donc, les paysages, c'est la ressource de l'industrie touristique. Mais non seulement une ressource pour l'industrie touristique, mais c'est aussi une ressource importante pour l'accès, pour l'appartenance, pour que les Gaspésiens, pourquoi ils veulent rester ici, qu'est-ce qui les attache au territoire, c'est fortement lié au paysage. Donc tout ça, on en est venu dans la conclusion que particulièrement en Gaspésie, c'est sûr que c'est important partout, mais particulièrement en Gaspésie, les paysages sont une ressource importante, puis il faut y faire attention, pas nécessairement tout préserver, tout mettre sur une cloche de verre, mais juste
tenir en compte qui sont là, qui existent et puis qui ont une valeur et qu'on ne veut pas perdre cette valeur-là, donc quand on prend des décisions. Quand on a mis en œuvre la charte, c'était des enjeux à peu près inconnus partout au Québec, même c'était très nouveau à l'ensemble du monde entier. Donc, on peut dire que la Gaspésie au Québec a été un fer de lance dans cette démarche pour les paysages. Donc, c'est positif et évidemment, maintenant, on peut voir le chemin que ça a fait parce que c'est un enjeu qui est pas inconnu pour personne. Donc, maintenant, quand on parle de l'importance des paysages, je pense pas qu'il y ait une municipalité en Gaspésie qui va vous dire « Ah non, nous, on se préoccupe pas de ça ». Donc, c'est vraiment quelque chose qui, maintenant, fait partie des réflexions. On cherche encore à trouver les meilleurs outils pour mieux intégrer cette réflexion-là, mais je pense que la grosse marche qu'on a prise, c'est vraiment d'aller dans une direction où on y tient nos paysages, puis c'est vrai que c'est des enjeux importants. La direction régionale du ministère de la Culture et des Communications souhaite que la Charte des paysages devienne un cadre de référence qui pourrait guider les interventions des différents ministères, tels que celui des Transports, ainsi que les organismes gouvernementaux, les municipalités et les MRC de la région. En misant sur la concertation entre les acteurs concernés, la Charte des paysages permettrait d'engager la région dans une démarche de protection et de mise en valeur du patrimoine paysager gaspésien. La responsable du dossier paysage précise cependant qu'il reste encore beaucoup de travail à faire à ce niveau. Tous les ministères ne sont pas encore derrière les enjeux. Par contre, il y a des discussions qui se font au sein des ministères. Nous, on a un comité régional qui regroupe des partenaires de plusieurs ministères aussi et de d'autres milieux. Donc, il y a une réflexion qui se fait de plus en plus globalement, mais on n'est pas encore rendu à prendre une décision ou à légiférer, si vous voulez, d'un point de vue global là, qui serait un enjeu transversal parmi tous les ministères. Mais c'est sûr que dans l'idéal, c'est ce qu'on viserait parce que c'est un enjeu transversal, un peu comme l'environnement l'est. Les gens intéressés à déposer leur candidature doivent communiquer avec la direction régionale du ministère de la Culture et Communication aux coordonnées suivantes. La date limite pour déposer une candidature est le 22 décembre 2016. Patrick Normand serait l'artiste passeur pour la 35e édition du Festival en chanson de Petite-Vallée. Le comité organisateur était heureux que l'auteur, compositeur, interprète ait accepté de venir souligner un anniversaire important pour le festival. Patrick Normand sera accompagné par les sœurs Boulay, qui ont accepté d'être les artistes complices de cette nouvelle édition. Le Festival en chanson de Petite-Vallée a dévoilé le jeudi 24 novembre dernier les artistes porte-parole de sa 35e édition qui se déroulera du 29 juin au 8 juillet 2017 sous le thème « Des guitares à la mer ». Fidèle à sa tradition d'apporter un vent nouveau pour marquer un anniversaire, l'événement gaspésien a confié à Patrick Normand le rôle d'artiste passeur et celui d'artiste complice aux Sœurs Boulay, comme le confirme Alan Côté, directeur général et artistique du Festival en chanson. Quand on regarde la météo aujourd'hui, on se dit vivement l'été prochain. Oui, parce que l'été prochain, ça sera le 35e anniversaire du Festival en chanson de Petite-Vallée. Ah oui, puis les porte-paroles pour cette édition qui sera sur le thème des guitares à la mer. Des guitares comme autant de bouteilles lancées à la mer dans lesquelles on trouve plein de chansons. Donc ce sera le passeur, M. Patrick Normand, et ses complices, les Sœurs Boulay. Des petites gaspésiennes extraordinaires. Et puis, les billets pour ces spectacles-là, les spectacles de Patrick Normand et des Sœurs Boulay, sont en vente dès ce lundi 28 novembre. Faites vite! Pour Alan Côté et les organisateurs du festival, il était important que la 35e édition soit rattachée à un grand nom de la chanson qui, depuis 50 ans, peaufine son métier de créateur et d'interprète. Il était également tout aussi cohérent d'y rattacher les Sœurs Boulay, figure marquante de la nouvelle génération d'artistes qui travaillent dans une esthétique où les guitares et le folk côtoient le country et la pop. La 35e édition du Festival en chanson de Petite-Vallée présentera quelques 30 spectacles et autres événements inusités. La programmation complète sera dévoilée au cours de l'hiver prochain. Depuis 35 ans, le Festival en chanson de Petite-Vallée célèbre la chanson francophone à travers une programmation variée et une sélection d'artistes émergents. Durant 10 jours, c'est plus de 15 000 festivaliers qui débarquent dans ce village de la Pointe gaspésienne pour vivre des rencontres artistiques uniques.
Il ne reste que quelques jours pour procéder à l'installation des pneus d'hiver sur votre véhicule. En effet, à compter du 15 décembre, tout véhicule de promenade immatriculé au Québec doit être muni de pneus conçus spécifiquement pour la conduite hivernale. Afin d'éviter de mauvaises surprises, la Sûreté du Québec a lancé une opération de sensibilisation auprès des automobilistes. Avec la période hivernale qui approche, la Sûreté du Québec désire rappeler aux automobilistes qu'ils doivent obligatoirement munir leurs véhicules de pneus d'hiver pour circuler sur les routes du Québec. En effet, le Code de la sécurité routière prévoit que tous les véhicules de promenade immatriculés au Québec doivent être munis de pneus d'hiver du 15 décembre au 15 mars inclusivement. Pour être conformes, les pneus d'hiver doivent obligatoirement porter le pictogramme représentant un flocon de neige dans une montagne. Ce pictogramme certifie que le pneu est conçu pour la conduite hivernale. Pour la Sûreté du Québec, se prémunir de pneus d'hiver constitue l'un des moyens nécessaires afin d'assurer des déplacements sécuritaires lors de la saison froide. Les propriétaires de véhicules non conformes s'exposeront à une amende minimale de 200 $ plus les frais. La Sûreté du Québec précise que l'obligation des pneus d'hiver vise essentiellement à accroître la sécurité routière. Les propriétaires de certains véhicules peuvent munir leurs véhicules de pneus à crampons, et ce du 15 octobre au 1er mai inclusivement. La Sûreté du Québec souligne également l'importance d'adapter sa conduite aux conditions de la route. Les policiers pourraient signifier des constats d'infraction s'ils constatent que la vitesse d'un automobiliste est excessive par rapport aux conditions routières, et ce, même si la limite indiquée sur les panneaux de signalisation est respectée. En effet, selon l'article 330 du Code de la sécurité routière, tout conducteur doit réduire sa vitesse lorsque les conditions de visibilité sont rendues insuffisantes à cause de l'obscurité, du brouillard, de la pluie ou de précipitations, ou lorsque la chaussée est glissante ou partiellement dégagée. Les contrevenants s'exposent à une amende minimale de 60 $ plus les frais et à 2 points d'inaptitude. Les usagers doivent aussi déneiger leur véhicule et s'assurer que le pare-brise, les vitres, les phares, les feux de signalement et la plaque d'immatriculation sont libres de glace et de neige. Ne pas respecter ces règles de sécurité constitue un danger pour le conducteur, mais également pour tous les autres usagers sur la route et expose le contrevenant à des amendes. La Sûreté du Québec invite les usagers de la route à consulter le site Internet du ministère des Transports et de la Société de l'assurance automobile du Québec afin de mieux connaître les règles de sécurité routière. Si vous avez des nouvelles, des commentaires ou des suggestions à nous transmettre, veuillez nous contacter à Télésoleil, soit par la poste au casier postal 37 Mont-Louis G0E1T0, soit par courriel à télésoleil@globetrotter.net ou soit directement au bureau au 1 1er Avenue Ouest à Mont-Louis. La date limite de tombée est le mardi midi. Nous vous remercions de votre attention et à la semaine prochaine.